Salut Adriane, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous tient à cœur vraiment toutes les deux et c'est le design à hauteur d'enfant. Ce qui m'a vraiment interpellée par rapport à votre projet, c'est qu'avec Vivace, là, moi je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la maison pour transformer le quotidien de nos enfants? Et toi, tu as un projet familial où tu t'es dit, oh, on peut agir à l'échelle de la ville pour offrir à nos enfants puis aux autres familles un espace génial pour connecter avec la nature puis jouer dehors. Avant de parler de tout ça, cependant, on va parler d'une partie de ton histoire qui m'a profondément touchée. Et je vais l'appeler la vie d'avant. Je ne sais pas si tu peux nous parler pour te présenter un peu de cette vie-là d'avant que tu avais. Absolument. Déjà, merci. Bonjour. Bonjour à toi, à Vivace. La vie d'avant, pour moi, c'est plutôt les vies d'avant. Il y a eu plusieurs vies avant mes enfants. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Euh, mais bon, moi, j'ai une enfance classique, citadine. Je jouais sur des parkings quand j'étais petite fille, dans une petite ville du sud de la France. Somme toute très sympa, qui s'appelle Montpellier. Et j'étais partie pour être archéologue. Et à l'âge de 19 ans, on m'a diagnostiqué une maladie grave. Euh, et donc tout s'est un petit peu arrêté. Devenir archéologue, c'était plus possible parce que ma mobilité a été affectée très fortement. Je pouvais plus vraiment bouger de la même manière qu'avant. J'étais alitée très très souvent et c'est quelque chose qui a duré une dizaine d'années. Pendant 10 ans, j'ai été hospitalisée très souvent avec des poussées assez graves de cette maladie chronique inflammatoire. Et, euh, et donc très jeune, j'ai fait ce que beaucoup de gens font plutôt à la retraite, qui est de partir vivre à la campagne, déconnecter de la ville euh, et me tourner vers l'intérieur et me mettre à l'écoute de ce que je voulais vraiment, de ce qui me faisait du bien. Euh, et voilà, je pense que ça m'a rendue très très intolérante à euh, ce qui n'allait pas dans le sens de la vie, de la vitalité, de la beauté, du vivant en général. C'était devenu épidermique, c'est resté un peu comme ça. J'avoue que je suis quand même assez sensible, mais je pense que ça date de cette période. Euh, et puis ça m'a connectée à des Est-ce choses très... que... Oui, vas-y. Non, excuse-moi, je vais pas être... Est-ce que, quand tu parlais de cette maladie qui t'a alité, avez-vous... Est-ce qu'il y avait une cause à ça? Est-ce que le cœur du problème a été identifié avec le temps? Oui, alors comme souvent ce qu'on appelle les maladies de civilisation, maladies auto-immunes, les causes sont assez multifactorielles. Pour ma part, il y avait des intolérances alimentaires euh, en grand nombre, une santé du gut affectée, enfin, comme beaucoup de gens aujourd'hui, euh, et puis un mode de vie qui était déjà, je pense, loin de ce qui me faisait du bien, en fait, c'est-à-dire peu de temps passé dehors, beaucoup de temps passé à l'intérieur, beaucoup d'énergie, de pensées négatives, un, voilà, le mode de vie qu'on pouvait avoir un peu dans les années 90, c'était un peu punk, hein, il faut le dire. Et c'était pas forcément, je pense, ce qui me convenait profondément, même si c'était quand même très sympa, mais euh, voilà, donc je pense que oui, il y a... Alors parler des causes de la maladie auto-immune en général, ça peut prendre 10 podcasts, mais il y a des choses dont on hérite, que ce soit de la génétique ou des histoires. Et je pense que quand on sort de l'adolescence, on fait tous ce travail un peu d'époustage. Il faut faire de poser les valises des autres. Et bah, chez moi, ça s'est fait de manière assez violente. Est-ce que tu peux nous décrire s'il y a une journée typique de cette époque-là de ta vie? Ben, je pense, ouais, c'est ça, je pense que c'était assez intense de jour en jour, mais est-ce qu'il y a une journée typique que tu peux nous décrire de ce que c'était ton quotidien en ce moment?
Alors, j'avais des moments où je suis quand même partie en voyage, j'ai fait des études, j'avais des moments de répit. Donc, j'avais une vie un peu classique de personnes de 20 ans qui prenaient quand même des médicaments assez lourds pour se soigner. Mais sinon, quand j'étais vraiment en poussée, ben, j'étais hospitalisée à la maison avec des perfusions dans les bras. Mais il y avait aussi un entre-deux. Et c'est des entre-deux où j'ai vécu dans des grandes villes comme à Paris, par exemple. Et où là, je me suis retrouvée face à une forme de handicap qui est, je peux pas descendre les escaliers du métro parce que je suis trop épuisée. Comment je fais pour me déplacer? Et, et je pense que à 20 ans, c'est pas des questions qu'on se pose si on est une personne valide. C'est bien sûr des questions qu'on se pose si on est une personne avec un handicap ou une maladie chronique. Euh, et du coup, ça m'a, je pense, donné une perception très jeune des choses qui fonctionnaient pas. Et ça a réveillé chez moi une révolte assez profonde sur l'exclusion en général des espaces qui normalement sont réservés à tous et à toutes. Euh, J'étais assez révoltée que le métro soit pas accessible par exemple, mais aussi que la ville soit aussi hostile, et ce qui m'a poussée vraiment à fuir la ville assez tôt, je dois dire. Tu t'es réfugié où? Dans la campagne la plus profonde que tu puisses trouver en France. Et c'était avant Internet, donc c'était un sacré challenge quand même. Et il y a eu des choses très très bien, parce qu'il y a des dynamiques sociales super intéressantes dans les campagnes. Les gens s'entraident, se regroupent pour créer des choses souvent vachement innovantes finalement. Euh, voilà, pour répondre à des besoins qui sont là et auxquels ben, le territoire il est démaillé, donc il répond pas forcément. Mm. Hmm. Quand, quand tu étais en ville, moi, ce qui me fascine, c'est le. Ben, ce qui me fascine. Les moments que je trouve plus difficiles quand moi je suis malade et j'ai pas vécu quelque chose de proche de ce que tu as pu vivre pendant 10 ans, mais à mini-échelle, là, de dire quand j'ai quelque chose un mal physique non identifié encore, je me mets en mode panique, puis je trouve ça... La souffrance, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que j'ai. Mm. Donc, je ne sais pas quelle solution appliquer. Tu sais. Puis cette zone grise-là, moi, me fait paniquer, surtout dans un système comme au Québec où trouver un médecin à l'urgence, c'est long puis c'est compliqué. Mm. Comment c'était... Combien de temps tu as vécu sans savoir ce que tu avais? Alors moi j'ai eu un Exactement. diagnostic quasiment immédiat, mais par contre l'angoisse dont tu parles, je l'ai vécue sur la réponse qu'il a fallu apporter à ça, puisque bon, je suis pas médecin, donc je vais pas du tout me prêter au jeu de faire des réponses thérapeutiques aux maladies auto-immunes, mais en tout cas dans mon expérience, les médicaments qu'on m'a proposés ne marchaient pas, ne fonctionnaient pas, avaient des effets secondaires lourds. Et du coup, il a fallu que je me mette en quête de manière de gérer les douleurs intenses que j'avais, et aussi la manière dont cette maladie avait complètement bousillé ma vie, parce que moi je commençais ma vie à ce moment-là. Donc je suis partie en quête de réponses thérapeutiques à apporter à ce que j'avais, et j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens sur mon chemin. Ça a été une vraie quête que j'ai documentée d'ailleurs, mais petit à petit, j'ai pu dégager mes réponses à moi. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus simple, mais c'était il y a plus de 20 ans déjà. Euh, et c'était un challenge. Mais autour de mes 28-29 ans, j'ai guéri et j'ai plus jamais été malade. Wow. Wow. Oui, il faut se reporter à ce moment-là, là, comme... En ce moment, il y a des livres sur la santé intestinale, sur le microbiome, tu sais, il y a un avancement où ça fait partie des discussions, il y a des podcasts entiers sur ça, mais qu'est-ce que tu as réussi à trouver? Qu'est-ce qui...
qui t'a aiguillé vers la guérison à ce moment-là? Bah, moi, je suis allée à la recherche des médecines anciennes. C'était quelque chose que j'avais gardé de l'archéologie, tu sais. De, bon, moi, j'ai une maman médecin, hein, donc j'étais pas toute seule, heureusement, mais j'avais cette passion de mais comment est-ce qu'on se soignait avant? Comment est-ce qu'on répondait aux problématiques de la santé à l'époque des Romains, des Grecs, des Égyptiens, des Mésopotamiens? Et même, est-ce qu'il reste des reliquats de symboles, de pratiques de ces époques-là dans notre façon d'être aujourd'hui et dans la façon de répondre à la maladie? Alors l'anthropologie de la santé, c'est quelque chose qui m'a fascinée pendant très très longtemps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ensuite quand je suis retournée faire des études. Euh, mais oui, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des réponses multifactorielles à des causes multifactorielles. Euh, et je pense que dans cette quête de la santé, j'ai répondu à mon corps par ben, soigner le microbiome, mais aussi le mouvement, soigner les histoires qui restent dans le corps, réapprendre à bouger dans la joie et le plaisir et à danser. J'ai soigné le cœur avec pas mal de thérapies sur les émotions. Et puis j'ai soigné la tête, j'ai fait une longue psychanalyse qui m'a Hmm. donné pas mal d'outils. Ça me touche. Ça me touche parce que moi, de mon côté, mon grand trouble, hein, qui m'a accompagné longtemps, puis dont j'ai pas énormément parlé, mais on dirait que la vie veut que je fasse un podcast solo là-dessus, là, mais c'est l'anxiété. Mm. Euh, Puis j'ai longtemps pensé que c'était dans la tête. Puis j'ai réalisé que c'était ailleurs. Puis c'était comme toi. Puis la manière que tu le décris, on dirait que mon corps réagissait. Tu sais, comme... Puis il y a plusieurs causes. Puis ça m'a fait du bien de réaliser que mon cerveau n'est pas brisé. Mm. Puis que c'est pas parce qu'on est tous anxieux, parce qu'il y a tellement de problèmes d'anxiété et de dépression en ce moment que, un peu comme toi, j'imagine que tu as dû rencontrer aussi au fil du temps des personnes qui ont vécu des choses peut-être similaires ou d'autres souffrances. Les maladies de civilisation, c'est vraiment ça, c'est des maladies propres à notre époque, mais on est tellement entouré de maladies ça devient normalisé ou banal. Mm. Et je réalise que c'est important d'avoir des discussions comme ça pour se dire, OK, je ne suis pas la seule à souffrir, mais c'est pas parce qu'on souffre tous qu'il faut accepter que c'est notre destinée comme humain. Tu sais, je ne crois pas qu'on est l'humain dans la maladie et que la vie n'est que souffrance à endurer. Puis j'ai comme réalisé un peu comme toi que c'est le style de vie dans lequel on est qui n'est pas aligné avec nos besoins fondamentaux et que même si c'est complexe, il faut qu'on change notre environnement. Il faut notre interaction avec l'environnement, tu sais, de notre vie intérieure jusqu'à ce qu'il se matérialise autour de nous. Ouais, c'est un peu quand tu disais le mot quête, ça l'a beaucoup résonné, tu sais, puis je pense que c'est rendu la quête à moi et Vince de dire, OK, si on change pas les choses, ce qu'on lègue à nos enfants, c'est la même vie, tu sais, Mm. c'est... Les patterns vont se répéter si on trouve pas des solutions pour vivre autrement. Puis, je serais curieuse de savoir, toi, ton projet en ce moment porte sur le design des villes. Fait entre, c'est ça, dans cette vie d'avant-là, qu'est-ce qui t'a tranquillement mené vers cette réalisation-là, comment nos environnements sont conçus? C'est un maillon vraiment important sur la santé. Absolument, c'est une question vraiment intéressante parce que comme je te disais avant dans notre discussion, quand tu vis les choses, tu te rends pas compte qu'il y a un sens profond, que tu es quelque part guidé par toi, ton besoin de te déployer qui est unique à toi, qui a une intelligence quelque part malgré toi, qu'on t'amène, enfin que tu t'amènes toi-même. Ça dépend si on croit en une force extérieure ou pas, mais de toute façon, il y a une forme d'intelligence de sa propre vie. Et si on a assez de privilèges et assez de courage pour se mettre à l'écoute de cette intelligence-là,
de ces rythmes-là, même s'ils sont un peu antisociaux parfois, et ben, on va quelque part. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Sur le moment, on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais perdu dans ce bois? Il fait tout noir, j'ai pas de lumière, je suis toute seule, c'est pas normal, je vais rebrousser chemin». Mais parfois non, il faut juste continuer un tout petit peu et puis, alors moi j'ai guéri vers l'âge de 28-29 ans, je suis repartie faire des études, d'abord en anthropologie de la santé. Heu, j'ai travaillé sur la question des femmes sans domicile, à Paris. Et puis, je suis partie faire des études de sciences politiques et je suis partie à l'étranger pour travailler dans le milieu des ONG. J'ai vécu dans plusieurs villes dans le monde, des villes absolument géniales en termes de qualité de vie, des villes absolument désastreuses en termes de qualité de vie. Et j'ai un papa qui est urbaniste, tu vois, j'ai une maman qui est médecin, j'ai un papa qui est urbaniste et je finis par, soigner la ville. C'est un peu bizarre ça quand même. Hmm. Et la question de la ville, ça m'a intéressée, mais un peu en souterrain, parce que fallait que je fasse mon propre truc à moi. Mais je pense que j'étais à la recherche d'une ville qui me fasse un effet positif et qui me donne envie de vivre, euh, voilà, entourée de d'autres gens. Et donc, j'ai trouvé ça dans la ville d'Amsterdam. Parce que à l'étranger, j'ai rencontré Nicolas, qui est devenu mon mari, qui est hollandais, et il m'a dit: «Viens voir chez moi, comme c'est bien». Et au début, j'ai dit: «Non, non, il fait trop froid, je viendrai pas». Mais et c'est vrai, mais en fait, c'était quand même vachement bien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des villes qui étaient vivables, même si ta mobilité est réduite, même si t'es tout petit, même si t'es très vieux, même si t'aimes la nature. Il y a quelques villes comme ça dans le monde et Amsterdam en fait partie. Et là, je suis tombée éperdument amoureuse de cette ville parce que c'est une ville belle, tout est beau. Euh, T'as l'impression de vivre dans une carte postale et ça rend joyeux au quotidien déjà d'être entouré de beauté. C'est une ville extrêmement verte. Les gens ont cet amour du jardinage, ce qui fait que toutes les rues sont jardinées, toutes les rues sont végétalisées. Euh, Ça a un côté merveilleux et puis surtout il y a très peu de voitures, il faut le dire, c'est une ville de vélo. Et donc c'est beaucoup moins dangereux. Il y a des espaces euh, de jeu pour les enfants à moins de 5 minutes de chaque enfant. Bon là je me lance sur Amsterdam, je pourrais en parler pendant des heures, mais C'est correct, ça fait du bien. c'est ma belle famille qui va être contente. Mais vraiment, ça m'a tellement enchanté la présence de l'eau, bien évidemment. Je pense que la présence de l'eau fait énormément de bien aux humains. On est entouré d'eau qui coule. Ça a un effet super puissant sur notre bien-être. Le vert, les grands parcs, l'espace, l'harmonie des choix urbanistiques. Et tout ça concourt au fait que c'est une ville qui m'a soignée aussi, je pense. Mon rapport à la ville. Il y a une question qui me vient en tête. Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi on quitte le Ouais, paradis comme ça? ouais. Alors, déjà, il fait froid. Non, je rigole. Non, en fait, je suis partie parce que j'ai eu mon fils, Oscar. Il est né à Amsterdam la nuit du solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. Et le système de santé aux Pays-Bas, je pourrais aussi en parler pendant longtemps. Je ne le trouve pas du tout idéal, en tout cas d'un point de vue français. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous, on a la sécurité sociale, tu sais, on en est fiers. Là-bas, c'est un petit peu différent. Mais surtout, j'ai pas rencontré beaucoup de bienveillance, étant donné que mon fils a eu des problèmes de santé à la naissance et qu'on a eu énormément de difficultés à l'accompagner. C'était très très dur d'être accompagné correctement aux Pays-Bas. On a fini par partir pour ça, parce que on s'est retrouvé dans une situation vraiment assez désespérée, avec un manque de réponse à ce que nous avons rencontré en tant que famille. Et bon, je peux dire deux mots dessus. Lui aussi avait des intolérances alimentaires extrêmement graves, euh, mais
Par contre, ça n'a pas été diagnostiqué avant ces 3 ans. Donc pendant 3 ans, on s'est battu avec ça, ce qui a énormément affecté la manière dont on est devenus parents. Alors, Amsterdam, c'est un endroit merveilleux pour les enfants, mais nous, notre trajet avec la santé des enfants là-bas, ça s'est pas super bien passé. Mais bon, après, c'est une expérience personnelle, hein. Je veux dire, je vais pas tirer des conclusions sur l'ensemble du système de santé. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est parti. Mais on est retourné après. Et tu me fais réaliser que c'est ça, j'ai l'impression que le paradis en ce moment n'existe pas. Et j'ai pas encore trouvé ce lieu non plus au Québec où j'ai à la fois ma famille près de moi. Là, nous, on est déménagés en campagne. On a quitté la ville après. J'ai grandi en banlieue. Fait que j'ai des souvenirs de jouer sur l'asphalte. C'est des beaux souvenirs d'enfance quand même. Puis j'ai vécu à Montréal pendant plus de 10 ans. Euh, et il y a eu un point de rupture quand on a eu notre enfant où on avait ce désir-là de juste sortir dehors puis d'avoir les pieds dans le gazon. Mais il a fallu que je vienne il a fallu que j'accepte qu'en allant à la campagne, je m'éloignais de ma famille, de certaines personnes, d'amis proches qui restaient en ville. Puis c'était déchirant. Puis c'était un peu mon constat en ce moment de dire, OK, la situation optimale en ce moment n'existe pas. Comment est-ce que je navigue avec ça? Comment est-ce que je fais les deuils d'une vie que j'espérais avoir? Puis comment est-ce que je trouve des solutions malgré tout? J'ai tendance à être un peu idéaliste puis à vouloir comme l'idéal ou rien. Puis je réalise que, ah non, OK, c'est plus complexe la vie. Puis après, on se retrouve dans un milieu puis c'est de dire, OK, bien, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant avec ce que j'ai en main? Puis, fait que c'est ça. Fait que de fil en aiguille, vous êtes retourné à Montpellier, d'où tu viens. Est-ce C'est qu'il y a ça. une raison particulière qui vous a fait choisir cette ville-là, finalement, pour vous installer? Oui, la présence de notre famille, pour le coup, on est revenu avec l'idée d'avoir un deuxième enfant et c'est ce qui s'est passé. Notre petite fille est née ici. Euh, Avant ça, on a passé 3 ans au sud de Paris. C'était un bon sas entre les Pays-Bas et la France. On était dans le périurbain, avec accès à beaucoup, beaucoup de nature, de la terre très fertile, de l'eau, la Loire qui passe. Et on a passé beaucoup de temps avec notre enfant qui était petit à travailler la terre, à faire pousser des légumes, à cueillir des petits fruits, à se promener au bord de l'eau, à découvrir les espèces végétales et animales qui foisonnaient à cet endroit-là, un peu comme aux Pays-Bas. Euh, Cette fertilité de la nature, moi je suis une fille du sud de la Méditerranée, c'est pour moi assez enchanteur. Et, euh, et notre enfant donc a grandi entouré de ça. Euh, Ça nous a aussi beaucoup rassemblés en tant que famille de travailler ensemble un jardin, de faire vivre un jardin, de le faire grandir, de manger les légumes qu'on faisait pousser. Euh, voilà, et ça a structuré notre noyau familial. Et quand on est rentré ici à Montpellier, pour se rapprocher de la famille, parce que voilà, on voulait avoir un deuxième enfant, euh, et ben on s'est retrouvé dans un endroit beaucoup plus aride, avec des problématiques d'eau et un manque assez cruel de ces endroits fertiles et enchanteurs qui sont finalement un peu le reflet de ce qu'on est, ce qu'on cherche autour de nous. Donc, on s'est dit, Donc, euh, d'autant plus qu'on avait fait le constat que nous, on a toujours travaillé en distanciel avec mon mari. Et le Covid est arrivé. Et tout le monde s'est mis à travailler aussi comme ça. Et, et les gens se sont mis à travailler de plus en plus en dehors des heures d'école ou de garde et à pas avoir de solution à part les écrans pour occuper leurs enfants. On vit dans un environnement où il y a la nature pas loin, il y a la plage, mais les parcs en été sont extrêmement chauds, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on s'est dit, mais si on faisait quelque chose pour répondre à ça? Et je sais pas si c'est le moment d'en parler.
Oui, oui, c'est tout à fait le moment. Ok. On s'est dit, on va créer ces jardins fertiles, enchanteurs, ces jardins aux merveilles qu'on imagine, avec au centre un café où on peut manger toute la journée, à toute heure, des aliments qui vont même aux enfants qui ont des intolérances. Euh, on peut s'asseoir à toutes les hauteurs, même si on est tout petit, même si on est très vieux, même si on est en fauteuil, même si on voit pas bien, même si tout nous agresse, on peut quand même trouver sa place. On peut jouer librement entouré de nature avec de l'eau, on peut découvrir toutes les espèces végétales qui poussent et répondre à nos besoins de sensorialité. On s'est dit on va créer tout ça et on va l'appeler les enfants dehors. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et le on, Le le on. nous, c'est qui? Ouais. Le on, bah, c'est Nicolas, mon mari hollandais, et moi, mais c'est aussi mon petit frère. On dit les petits frères, les petites sœurs, ils nous suivent toujours, tu sais. Et voilà, donc lui, il est monté dans le bateau avec nous. Et lui aussi, il est passionné de ville parce qu'il est responsable aujourd'hui, il est directeur adjoint de l'aménagement du territoire dans une ville de la proche banlieue parisienne. Il devient directeur très bientôt d'ailleurs. Et donc, il s'occupe d'aménager le territoire et ça le passionne. Et ce qui le passionne encore plus, c'est les villes à hauteur d'enfants. Et tous les trois, on est vraiment passionnés de ce nouveau concept qui est en train d'émerger en France. Et on s'est dit, faut qu'on devienne des experts là-dedans et qu'on emmène avec nous toutes les villes possibles. Parce qu'en fait, c'est un truc absolument génial. C'est quoi une ville à hauteur d'enfant? Alors, tu vois, j'ai pris des petits bouquins pour vous montrer. Ah, c'est bon. Alors, si je peux conseiller aux gens qui nous écoutent, ces deux bouquins, alors on les voit pas, on les voit à l'envers, mais euh, Francesco Tonucci, La ville des enfants pour une révolution urbaine, et Thierry Paco, La ville récréative. C'est deux bouquins qu'il faut absolument lire si on s'intéresse à ce qu'est une ville qui n'est pas construite pour le trentenaire athlétique. On aime bien le résumer comme ça. En fait, une ville à hauteur d'enfant, c'est une ville où les enfants sont pensés comme des usagers premiers. Ça veut dire que c'est une ville plus belle, moins dangereuse, moins polluée, plus verte, plus jouable, plus surprenante, plus fun. C'est un peu comme et Amsterdam, mais avec en plus dans sa gouvernance euh, la participation des enfants à sa construction. Voilà, une ville à hauteur d'enfant, c'est ce à quoi on contribue en créant nos lieux et aussi en faisant du lobbying au niveau politique pour que les villes s'adaptent aux besoins de tous. Puisque d'ailleurs, il y a un Canadien célèbre qui s'appelle Gilles Penalosa, qui a été candidat à la mairie de Toronto et qui a créé ce concept de la ville 880. Une ville bonne pour un citoyen de 8 ans et un citoyen de 80 ans, c'est une ville bonne pour tous et pour le vivant. Voilà. Qu'est-ce qui fait en ce moment que les villes ne sont pas à hauteur d'enfant? Je pense que, c'est pour revenir aussi dans... On est tellement immersé dans la vie actuelle qu'on oublie que c'est un contexte qui est défavorable à notre santé, mais à quel point? Ouais. C'est quoi l'état des lieux en ce moment, puis à quel point ça nous affecte? Ben, je pense qu'on se rend pas compte effectivement de ce que c'est que naviguer la ville quand on fait 1,20 m. Et que on n'est pas autonome. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je suis rentrée dans le concept de la ville à hauteur d'enfant par la liberté. C'est une des valeurs qui m'anime le plus. Ne pas être entravé, ne pas être limité par la pensée de quelqu'un à l'extérieur. Parce qu'en fait, la ville, c'est le somme de la pensée de tous les gens qui l'ont construite. Tu vois? Et la plupart des gens qui ont construit des villes jusqu'à aujourd'hui, c'était des hommes.
c'était pas ceux qui s'occupaient des enfants. Donc ils ont pas ils ont pas construit la ville pour les enfants et les besoins de ceux qui s'en occupent. Hem, une ville aujourd'hui, c'est un endroit où un enfant peut pas se déplacer seul, parce que c'est dangereux, principalement à cause des voitures, mais aussi parce qu'on vit dans des sociétés où c'est angoissant de laisser nos enfants naviguer seuls, pour aller jouer. Donc il y a ces statistiques célèbres où les arrière-grands-pères pouvaient marcher jusqu'à 10 km tout seuls pour aller à la pêche, alors que les petits-enfants ne peuvent pas dépasser le bout de la rue, et encore, s'ils peuvent sortir seuls dans la rue, c'est de moins en moins fréquent. Aujourd'hui, la ville, elle est donc occupée à 70% par des voitures ou des aménagements pour les voitures. Ça veut dire que les 30% qui restent, faut le dédier à tout le reste. Euh, et je pense effectivement que tant qu'on n'a pas, on s'est pas mis dans les baskets d'un enfant pas content de pas pouvoir se déplacer tout seul, on peut pas se rendre compte. Euh, ouais. Eh, c'est fou, c'est ça que j'ai vécu. Tu sais, parce que je suis retournée à Montréal pour des visites. Tu sais, je sais qu'on va y retourner souvent. Moi, j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup l'effervescence de la ville. Puis je suis retournée, puis Marc Aurèle était avec Vincent, je crois, ou avec ses grands-parents. Puis je me promenais en ville, j'étais allée prendre un café, j'étais allée à ma rencontre, puis j'étais comme, il n'y en a pas de problème avec la ville, tu sais, je me sentais comme légère à nouveau. Je me disais, ah, c'est le fun, il y a plein de petites boutiques à regarder, je peux faire un arrêt au parc. Puis après ça, je me suis rappelé, c'était quoi l'expérience vécue avec un enfant. Puis tout de suite, je suis revenue dans un état où c'était tellement oppressant. Puis se remémorer que, ah oui, c'est vrai, tu sais, si je dépose mon enfant dans un marché, il a envie de toucher à tout. Il n'y a pas d'espace où... On dirait qu'un enfant dérange constamment. Tu sais, dans les cafés, c'est toutes des tables avec des chaises. Ou si l'enfant est déposé au sol, ben tout ce qu'il voit, c'est des jambes puis des genoux, puis il se promène, puis ça devient un trouble, tu sais. Puis on dirait que c'est impossible à comprendre avant d'avoir un enfant à s'occuper, puis que lui, il a une envie de liberté puis de mouvement, puis que les environnements ne peuvent pas y répondre. Fait que je pense que beaucoup de familles se replient sur elles-mêmes, puis parce que sortir puis être dehors, ça devient compliqué. Puis cette charge supplémentaire-là, je crois qu'on ne réalise pas à quel point ça nous affecte ou on réalise pas que autre chose est possible. Je pense que c'est ça que je veux, que j'apprécie de ton projet, c'est que ça crée une brèche dans notre esprit pour dire un autre univers est possible. Ouais. Je pense que tu as t'as vraiment résumé exactement le constat qu'on a fait. Notre premier enfant a des besoins sensoriels super intenses et il n'y a rien de grave à ça. Mais par contre, ce qui est grave, c'est que effectivement, partout où on est passé quand il était petit, euh, on était soit en train de brider lui ses besoins et ça générait des crises, ou alors on était en train de réparer les pots cassés parce qu'il avait voulu toucher à tout, il avait voulu interagir d'une manière tellement fusionnelle avec son environnement, et son environnement n'était pas responsive, que du coup, on était mal à l'aise constamment. Et effectivement, c'est une charge mentale et émotionnelle qui pèse principalement, je trouve, sur les mamans, parce que les mamans, c'est souvent les parents par défaut. Aujourd'hui, on a une génération de papas absolument géniale, hein, et je tiens à les saluer. Mais il y a encore trop de mamans qui s'occupent principalement des enfants. Et c'est donc parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants et qu'elles n'ont pas forcément voix au chapitre dans les aménagements des espaces qu'on traverse, que ces espaces ne répondent pas à nos besoins. Donc pour moi, ce qu'on fait, c'est un acte profondément féministe, je le dis. Euh, c'est créer en fait une société qui réponde à nos besoins de parents. C'est un acte féministe. Et il était temps qu'on le fasse. Et en termes de design sensoriel, là, de créer des environnements, moi, je me considère comme quelqu'un de sensible. Je pense que par ton expérience puis la vie familiale,
une sensibilité encore plus grande à ça. Est-ce que tu peux me décrire un lieu qui te fait sentir bien dans le design de votre espace pour les enfants dehors? Là, c'est quoi les petites touches, les choses auxquelles tu réfléchis par rapport à la sensorialité? Ouais. Il y a un concept dont tu as parlé l'autre fois, c'était la nature musée ou la ville musée, je me souviens plus, euh, qui m'a beaucoup La parlé. nature comme un musée. La nature comme un musée. Moi, je trouve qu'en fait, l'ensemble des espaces qu'on traverse sont des musées pour les enfants. À savoir que l'enfant, il se développe par la sensorialité. Il a besoin d'interagir physiquement avec son environnement, qu'il soit humain, animal, végétal ou citadin. Il a besoin de rentrer en relation physique avec son environnement. Et donc, en disant ça, on se rend compte du gap qui existe dans la réponse qu'on apporte à ce besoin. Non seulement on n'autorise pas les enfants à toucher, à sentir, à vivre le monde par leur corps, mais en plus, on propose absolument rien aux enfants pour jouer dans la plupart de nos espaces publics et privés, les magasins, j'en sais rien, les malls, les cinés. Il n'y a aucun endroit où l'enfant peut aller à la rencontre du monde par le corps et par le jeu. À part des endroits délimités, qui sont les playgrounds, les squares, les espaces, les aires de jeu, délimités par des grilles, des barrières. Et ça, en disant ça, mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On dit, vos besoins ne sont pas importants, donc toute votre vie, il faut pas écouter cette petite voix intérieure qui va vous amener à vous déployer, à devenir ce que vous devez être. Il faut juste vous adapter en fait à quelque chose qui est quelque part complètement inadapté, un peu fou, un peu malade, quoi. Donc nous, on répond à ça très humblement, juste en disant on veut créer un espace où tout peut être touché, où tout peut être joué. Donc on veut créer, on est un café, hein, on ne sera pas un autre type d'espace, on sera un café, mais on espère que dans ce café, on pourra faire plein de choses. Donc jouer avec les tables, les chaises, mais aussi avec les murs, avec tout ce qui se trouve à sa portée. Donc concrètement, on installe des tables, des chaises qui fonctionnent aussi bien pour les grands que pour les petits, en partie grâce à notre collaboration avec Vivace, et aussi avec une ébéniste de Montpellier qui travaille sur le réemploi, qui s'appelle Scaraboom. On installe sur les murs des jeux un peu, comment dire, un peu stimulants, des parcours de billes, des aimants, des murs à colorier, des murs à gratter, des murs à planter, pour planter des choses dedans. Et puis on va mettre le plus possible de jeux sympas à dispo. Et on installe une végétation comestible à l'intérieur. Le plus possible, c'est-à-dire qu'on a envie quand même que les plantes qui soient là, on puisse interagir aussi avec elles. Bon, on va pas tout manger, on va en laisser un peu, mais et puis l'extérieur, et je pense que c'est en ça que peut-être c'est ce qu'on fait est innovant, c'est qu'on propose un espace de grande taille qui est entièrement dédié aux enfants d'abord. Et ça, c'est un changement de paradigme, en tout cas en France. Parce que, comme on le mentionnait juste avant, les espaces de jeu sont souvent contraints dans l'espace et cloisonnés. Un espace de jeu, c'est là et c'est pas là. Et nous, on a envie de dire aux gens qui viennent, tout l'espace des 2000 ou 3000 mètres carrés des enfants dehors, c'est pour jouer. C'est pour toucher, c'est pour sentir, c'est pour tirer, c'est pour grimper. Et alors, tu imagines bien qu'on se heurte à pas mal de contraintes. Ouais, c'est fou, ça allait être ça ma question. J'étais en train de me dire, ben moi c'est de la musique à mes oreilles, là, tu le sais.
Mais ce que j'ai réalisé aussi à l'échelle de ma propre vie de la maison, c'est que, c'est drôle, c'est ce que j'ai écrit dans l'infolette d'aujourd'hui, c'est de dire, on a beau concevoir notre lieu de rêve, notre milieu de vie, c'est aussi un milieu d'accueil. Donc, on est nécessairement exposé au style de vie des autres, aux valeurs des autres personnes. Puis vu que ce qu'on propose est à contre-courant en ce moment, il faut adresser cette dissonance-là ou qui devient des fois même de la résistance. Fait que de votre côté, jusqu'à maintenant, ça a été quoi les objections ou les hésitations principales que vous avez reçues? Il y en a pas mal. Euh, On va faire la liste. ouais, ouais. On va Bon, trouver des je vais solutions. essayer de résumer. C'est autour de 3-4 axes. L'axe principal, c'est la sécurité. Et ce qu'on peut comprendre, ça parle aussi de notre vision de l'enfance aujourd'hui, de la société dans laquelle on vit. C'est une société hyper sécurisée où en fait le risque est mitigé de toutes les manières possibles. Et il y a certaines formes de risques qui sont acceptables et pas d'autres. Donc, nous, on crée un espace de jeu naturel. Il y a le risque de se salir. Il y a le risque que les installations, étant donné que c'est pas des installations manufacturées en usine, comme un toboggan classique par exemple, une balançoire, c'est vraiment basé sur la nature, donc ça va être des gros morceaux de bois, des empilements de bois, des parcours avec des choses pour se suspendre, des cordes, et puis un grand parcours d'eau et un ruisseau. Ça questionne la sécurité des enfants, ce qui est normal. En France, on est régi par des réglementations et qu'on respecte, mais on est capable, parce qu'on est bien accompagné, parce qu'on a fait notre recherche et développement sur cette question depuis 2 ans, d'être un petit peu créatif avec cette réglementation. Mais c'est quand même un changement de perception qui n'est pas évident, je pense. Et c'est normal, hein, quand il y a du changement, c'est pas évident. La clôture de l'espace, c'est très important pour les Français, alors qu'aux Pays-Bas, par exemple, les espaces de jeu ne sont pas du tout clôturés. Mais comme il y a moins de voitures, ben, on perçoit peut-être que c'est moins dangereux. Ici, il y a beaucoup de voitures, donc forcément, il faut que ce soit clôturé. Ensuite, les gens, je pense, ont peur que leurs enfants s'échappent. C'est quand même rare un enfant qui s'échappe, mais ça peut arriver, hein. Mais je veux dire, un enfant, moi j'ai une petite fille de 2 ans, elle s'échappe pas, hein. J'ai un enfant de 7 ans, il s'échappe pas non plus. Mais il y a sûrement des enfants qui s'échappent. Et pour ça, il vaut mieux mettre une clôture. Je sais pas si ça les protège vraiment de s'échapper, mais en tout cas, voilà, ça rassure. Donc nous, on veut aussi rassurer, on veut aussi prendre les familles qui vont venir nous rencontrer là où elles en sont, et nous on en est là aussi parce qu'on est des parents avec des jeunes enfants, on veut pas qu'il arrive quelque chose à nos enfants quand on va jouer. Donc on part de la sécurité et on voit ce qu'on peut faire pour peut-être dénouer certains nœuds, voilà, qui n'ont pas lieu d'être. D'autres contraintes, d'autres remarques. Je pense que le jeu libre, ça peut faire peur. On est tellement habitué à structurer les journées de nos enfants. On est tellement habitué à avoir l'adulte qui transmet quelque chose à l'enfant, une information, une connaissance, que c'est extrêmement, je pense, anxiogène de dire, tant aux enfants qu'aux adultes, voilà un grand espace avec du vide dedans et tu peux faire ce que tu veux. Et alors, il y a des enfants qui adorent et il y en a que ça angoisse vachement, hein. Moi, mon fils, et ben ça l'angoisse. Le jeu. Ça l'angoisse vachement. Et du coup, je pense que il faut aussi qu'on réponde à ça. Ça n'ira pas à tout le monde de juste jouer avec des branches et tout ça. Par contre, il y a une réponse à ça, c'est que la nature procure assez de stimulation sensorielle pour quelque part assurer le rôle d'ancrage pour l'enfant. Donc par sa sensorialité, il se sécurise et du coup, il a moins peur du vide.
Et nous, c'est vraiment ce qu'on a observé voilà, dans nos recherches sur le jeu, principalement par le filtre de notre fils. Hmm. C'est, on dirait que ouais, moi puis Vince, on est vraiment intéressés depuis des années à comprendre le concept d'harmonie. Tu mentionnais le mot harmonie tantôt, c'est un mot qui me parle beaucoup. De dire, puis l'harmonie, je pense que c'est avec Elisabeth, justement, notre amie et voisine Elisabeth Dufresne, à son podcast, ça fait quelques années même, ça, mais c'est ça qu'on en avait parlé aussi, de dire que l'abondance se trouve entre l'ordre et le chaos. Et je sais pas si c'était l'abondance, mais pour l'harmonie se trouve entre l'ordre et le chaos. Puis de dire un environnement complètement stérile où on fait juste rajouter des jouets quelconques, ça lève pas, mais s'il y a trop d'items non plus puis que c'est dirigé, c'est pas une bonne polarité. Puis j'adore comment tu dis qu'il y a des enfants qui ont qui aspirent peut-être à un petit peu plus d'ordre que la liberté absolue. Je pense, je le réalise, moi j'aime beaucoup la créativité, je suis vraiment dans le pôle créatif, mais je réalise que je pense que dans une collectivité, puis si on le regarde à l'échelle collective, il faut des gens qui ont comment dire, qui tendent vers l'ordre, qui tendent vers la préservation du statu quo ou des traditions, puis qu'il y a des gens qui doivent briser les conventions puis repousser les limites. Puis c'est correct. Oui, Puis, ouais, en tout cas, je brainstorm en te parlant, mais parce que c'est de dire que la liberté absolue, c'est. En tout cas, pour vrai, tu me fais réaliser des choses en ce moment, fait que je paragouine un petit peu, là, mais. pas du tout. euh, ouais. Non, non, c'est très intelligible. Je pense Ouais. que oui. Euh, je pense qu'effectivement, si on revient à un truc concret, comment ça se passe dans un espace de jeu libre, eh ben, il y a des enfants qui vont imaginer des mondes par eux-mêmes et d'autres qui vont dire mais je fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a à faire en fait? Parce que eux, ils se nourrissent par l'extérieur, pas forcément par l'intérieur, et je pense que c'est ok qu'on soit tous différents. Et nous, on va répondre à ça en proposant aussi des ateliers qu'on peut suivre et tout ça. Mais l'élément de la sensorialité, ça permet en fait aussi de répondre à cette angoisse du vide. Et je pense que c'est vraiment ça qui manque dans les offres de jeux en général, c'est qu'on est dans la sensation, mais pas dans le sensoriel. Et le sensoriel nous rassure énormément. Ça nous comble. C'est le chemin vers nous-mêmes. Mm. Et comment. Je, je- Ça m'inspire tellement ce moment. La nature. On va revenir sur le concept de nature comme musée. Moi, il y a des auteurs qui m'ont fait réaliser qu'on traite la nature en ce moment comme un musée où on va sortir dehors, on va aller faire des randonnées, puis on marche sur un sentier balisé puis on regarde la nature. Puis déjà ça, là, je pense que ça fait déjà du bien à l'âme parce que c'est un indicateur d'à quel point on est en carence de nature. C'est qu'une simple immersion va nous apaiser. Fait que c'est génial. Mais notre évolution, ça a été en interaction avec la nature où, comme tu disais, on la touchait, on la transformait aussi. Tu sais, on est des êtres vivants créateurs, on façonne notre environnement. Puis c'est comme si aussi le mouvement écologique, je pense, et de manière justifiée, justement, on a trop altéré la nature et on a envie, dans cet élan de préservation-là, l'homme est vu comme presque un parasite. Et une des solutions, c'est de dire, OK, mais il faut redonner place à la nature à 100%. Puis là, on perd ce maillon-là aussi d'interaction où un enfant a besoin, puis un adulte d'ailleurs, a besoin de créer des cabanes, de faire des feux, de refaire ces activités-là qu'on a oubliées. Fait que dans un lieu comme le vôtre, concrètement, comment est-ce que tu balances cette envie-là qu'on soit en interaction avec la nature, de ne pas mener à la destruction de l'environnement parce qu'avec un certain volume d'humains dans un même espace, c'est juste, par exemple, le piétinement du gazon fait qu'il n'y aura peut-être pas de gazon à certains endroits. Fait que comment est-ce que vous adressez ça, cet équilibre-là?
Oui, c'est une très très bonne question. Déjà, je trouve qu'il y a un prérequis avant de répondre à cette question, c'est que l'enfant, on, on imagine toujours qu'il va abîmer. Ah, attention, tu vas casser. Alors qu'en fait, l'enfant, il ne chosifie pas. Il n'est pas dans la commodification. Il n'est pas. Il est, il est dans la fusion. Il est la nature, l'enfant. Il est de la nature. Donc, mon bébé de 2 ans, à la maison, on a des petits arbres qu'on a rentrés parce qu'il fait froid dehors. Ce sont des moringas, ce sont des arbres de vie africains. Euh, Au début, elle les secouait. On lui a dit qu'il fallait pas, que voilà, il fallait être doux. Et tous les jours, maintenant, elle vient leur faire une douceur. Elle dit bonjour aux arbres. Bon, c'est un exemple un peu radical, mais euh, les enfants, ils sont capables en fait de comprendre quand on leur dit quelque chose. Voilà. Une fois que ça c'est dit, effectivement, par exemple, notre concept, c'est vraiment renaturer par le jeu libre. C'est pas évident parce que ça peut paraître antinomique de renaturer un espace et hop, de l'ouvrir à des nuées d'enfants. Donc oui, c'est un challenge. On est très bien accompagné parce qu'ici, on est dans une ville de sciences. Montpellier, c'est une ville qui est remplie de chercheurs. On a des excellents centres de recherche, notamment sur la question des arbres en ville. Donc on a dans notre comité des sages un, un monsieur qui est un expert de l'arbre en ville et qui nous accompagne sur le meilleur moyen de ne pas impacter les systèmes racinaires et la vitalité des arbres qui sont présents. Heureusement qu'il est là parce que sinon nous on aurait mis des balançoires à toutes les branches, évidemment. Mais Hmm. effectivement, euh, le tassement, au bout d'un moment, ça perturbe la vie des arbres qui ont grandi sans tassement, ça c'est sûr. Donc on, on réfléchit à la manière dont notre aire de jeu est conceptualisée pour qu'il y ait des endroits où on puisse courir sans problème et des endroits où on puisse plutôt s'asseoir et se reposer. Et finalement, si ces endroits plus vulnérables, c'est des endroits de repli, de repos, ben, les enfants se mettront au diapason de l'arbre et profiteront de son ombre sans lui faire du mal. Et voilà, on mettra pas de balançoire à ces branches-là, malheureusement. Mais bon, on veut aussi que les arbres aillent bien, Ouais, donc heureusement. voilà. Hmm. Quel autre espace végétalisé, je perds mes mots, il va avoir sur le lieu? Alors, on a divisé l'espace en deux, l'espace extérieur. Euh, on a choisi de faire une aire de jeu naturelle vraiment de s'appuyer sur la végétation présente sans la renforcer. Donc là, il y a des buissons par exemple qu'on va tailler un petit peu pour créer des tunnels et des cabanes. Mais il y a un espace jardin aussi qu'on va planter. Donc on crée un jardin sensoriel et thérapeutique. C'est en fait une promenade à travers nos 5 sens par la relation avec le végétal, avec des espaces de repos et de repli. On sait que ça a un bénéfice incroyable, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées, pour les personnes porteuses de handicap en général, mais surtout les handicaps sensoriels. Euh, c'est à cet endroit-là que on souhaite creuser un ruisseau urbain et une mare de biodiversité. Donc, ça, c'est notre espace de jardin. On crée aussi un jardin comestible, bien sûr, parce que apprendre à bien manger, c'est trop chouette. Et les potagers, c'est trop beau. Et les enfants adorent. Donc, on crée cet espace-là. Et à terme, quand on aura un petit peu plus quand on sera un petit peu plus aguerri, on veut créer un espace de cueillette de petits fruits pour les enfants, avec l'idée que on puisse venir cueillir ces petites framboises à la sortie de l'école et les ramener à la maison. Et pour nous, dans le sud de la France, il faut dire que c'est un vrai défi. Euh, on est, on est une région où la vigne est prépondérante, on n'a pas forcément ces petits buissons qui poussent dans les forêts. Oui, on a des murs à la fin de l'été, mais
On n'est pas une région où il y a des framboisiers partout, des fraises sauvages. Donc on apporte ça en espérant que les enfants seront contents. On pense que oui. Euh, Dans ton équipe, je crois que vous faites aussi affaire avec un architecte paysagiste. Oui, Je sais pas si c'est son titre. c'est ça. Comment il Architecte, te, ouais. comment il, comment il te fait voir le lieu? Quel autre... c'est quoi, lui, son interprétation du lieu? Puis quel autre... vous n'allez pas altérer beaucoup le lieu, mais est-ce qu'il y a d'autres modifications qui vont être faites? Alors on a la chance de travailler avec quelqu'un qui est aussi passionné d'écologie urbaine, qui fait des promenades de biodiversité en ville. Il est architecte urbaniste et il nous fait l'honneur de travailler avec nous sur le projet, Damien. Et pour l'instant, il nous a fait, il nous a reconnecté à l'histoire du lieu, un lieu dont on ne peut pas encore parler parce on est dans le processus d'obtention légale du lieu, mais en tout cas, c'est un lieu absolument magnifique qui se trouve dans notre ville et qui a une très très belle histoire. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. C'est que nos quartiers, ils sont remaniés encore et on a des super quartiers tout neufs et c'est super chouette parce que c'est beau, c'est bien pensé, les trottoirs sont larges, on peut passer avec nos poussettes. Mais du coup, on perd l'histoire de nos lieux, de nos villes. Et en fait, des fois, il y a des petits patchs comme ça euh, qui nous reconnectent à ce qui se passait avant. Et, euh, et je trouve ça chouette aussi de transmettre ça aux enfants qui viendront. Donc ça nous tient beaucoup à cœur. Il y a des petits éléments architecturaux qui affleurent ici et là. Et je pense que c'est un peu comme ça quand on tombe sur un terrain vague ou un vieux jardin en ville. Qu'est-ce qui s'est passé avant nous? C'est peut-être l'archéologue qui parle là, tu vois. Mais qui est passé par là avant nous? Qui a planté cette plante? Qui a construit ce petit muret? Enfin, c'est une des belles choses qui nous a transmis. Mm. Ah, il y a du mystère, là, parce que je peux pas t'en demander plus, Non. mais on se reparle, on se Dans reparle en 2-3 mois, 2023 là. quand ça se matérialise, puis Oui. tu nous diras tous tes secrets sur l'histoire de ce lieu, mais définitivement qu'honorer ce qui venait avant crée une âme. Je me rends compte à quel point dans cette déconnexion-là de la nature, il y a une grande déconnexion aussi de nos ancêtres, puis c'est triste à quel point si on va un petit peu plus loin que peut-être nos arrière-grands-parents, il y a une partie entière de notre histoire, de notre lignée qu'on ne connaît probablement pas. Mais, puis je pense que c'est ça qu'on perd aussi avec ouais, tu le décris bien avec la ville, de dire, avant, quand on vivait en tribu, le territoire, on le connaissait parfaitement. On connaissait les traces des animaux, on connaissait les odeurs. Tu sais, on avait un catalogue mental de centaines d'odeurs. On connaissait les espèces végétales, les espèces animales, puis cet attachement profond à un lieu, je crois, c'est un déracinement pour notre âme qui crée... Je suis assurée, en fait, je le dis, que c'est relié à notre anxiété puis notre dépression, c'est que spirituellement, on se sent déraciné, puis on n'a plus d'ancrage, puis c'est parce que physiquement, on est littéralement en captivité. Tu sais, on s'est auto-domestiqué, on vit en captivité, puis on s'en rend plus compte, puis on a perdu ce lieu-là. Puis je pense que c'est pas pour rien que dans les films, dans l'histoire, l'idée d'une terre promise est aussi omniprésente. L'idée d'un paradis perdu. Je pense que c'est notre psyché qui s'exprime puis qui nous dit « Hey, il y a quelque chose là, que vous avez pu dans votre vie, puis il faut le retrouver. » En tout cas, je suis Non, sur mais un élan, là, ça mais... résonne beaucoup avec... ça résonne beaucoup, ce que tu dis. Si tu me permets de rebondir. Mhm. Absolument. Parce que tu vois, cette quête du lieu, moi, je l'ai eue toute ma vie. Et j'ai été en voyage quasiment toute ma vie. Euh, je me refusais à appartenir à un lieu. Et pourtant, j'ai toujours rêvé de créer un lieu. Tu vois, déjà toute jeune, je voulais créer une maison des femmes.
Voilà, ensuite, cette idée du jardin, elle était là depuis longtemps, de créer un jardin pour tous. Et pourtant, j'avais horreur de l'idée de rester quelque part, tu vois? De m'ancrer, de rester toujours au même endroit, avec les mêmes gens. Et c'était vraiment une souffrance de me dire: «Ah, il va falloir que je fasse des racines quelque part». Et je pense que c'est lié au fait que mes 2 parents sont déracinés eux-mêmes, viennent de 2 sphères culturelles différentes, en même temps sont très français. Il y a eu ces mélanges, il y en a beaucoup. Moi, j'ai épousé un homme du Nord qui a lui-même des racines en France, en Hongrie, enfin on est tellement mélangés, tellement tressés. On vient d'où en fait? Et et j'ai répondu partiellement à ça cette année, en me disant: «Je crée ce lieu ici, j'aimerais en créer d'autres ailleurs avec des gens qui sont de là-bas». C'est toujours quand même important de s'appuyer sur un système racinaire existant. On peut greffer des trucs après, tu vois? Mais, cette i tu quand même, à quel point c'est dur pour les gens qui, comme toi et moi, ont vécu loin de leur famille. Heu, Papa et maman sont là, le frère et la sœur sont là, nous on est là et on n'a pas de moyens concrets logistiques pour se réunir à un endroit et rester au même endroit, c'est plus possible. Nos métiers nous l'interdisent, les impératifs, sociaux nous l'interdisent. Effectivement, c'est de l'ordre du déchirement et je pense que quand on rend un lieu aux gens, il y a un peu cette idée de retour à la maison, cette ce réconfort. Mmh. Hmm. C'est vraiment ça. C'est le retour à la maison. Mmh. Se sentir chez soi. Je pense que c'est une quête spirituelle, en fait. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait du bien de découvrir l'aspect du design, de réaliser comment le design est une discipline qui m'interpelle. C'est de dire, ah, on n'est pas des êtres que spirituels. En anglais, il y a le terme embodiment, Mmh. qui est traduit en français par l'incarnation, mais je sais que l'incarnation a une aura comme religieuse. Fait que c'est pas nécessairement le mot que tout le monde avec qui ça résonnerait le plus, mais c'est quand même le mot que j'utilise parce que j'en connais pas d'aussi bon, mais de dire on est des êtres spirituels dans un corps. On n'existe pas autrement. Puis il faut reconnaître que notre bien-être n'est possible que si on est en harmonie avec ce qui nous entoure. Puis il n'y a pas de séparation corps-esprit. C'est une entité. Puis encore là, même l'environnement, j'écoutais Charles Eisenstein. J'ai découvert Charles Eisenstein récemment, puis il avait fait un podcast, il parlait d'à quel point on est connecté à ce qui nous entoure. Puis c'est pour ça que quand on voit des animaux souffrir, tu sais, quand on voit un pélican qui est étouffé par du plastique, ça nous fait mal parce que ce qui est fait à notre environnement, c'est fait à nous. Puis je pense que la seule façon de survivre en ville en ce moment, c'est de numb down, tu sais, de se déconnecter parce que c'est trop souffrant. Même quand, moi, c'est ce que j'ai réalisé, c'est de dire comme, premièrement, on est assailli de stimulation vraiment intense. Et il y a aussi des manques, il y a un manque de végétation. Puis je pense que pour naviguer ça amène un repli sur soi-même. Parce que je pense que ça devient trop. Mais si on se désensibilise trop longtemps, bien là, on implose. Puis je pense que la maladie s'exprime après par le corps, s'exprime autrement, en tout cas. Mais, en tout cas, merci pour la discussion. On dirait que je me sens vraiment connectée puis en feu aujourd'hui. Moi aussi. Pour le lieu, on va revenir aux enfants dehors, le lieu. Ton souci d'accessibilité, justement, de dire, OK, comment on reconnecte les gens, comment on offre un espace qui nous reconnecte à ce qui nous entoure, ce qui nous reconnecte les uns aux autres. Il y a un enjeu aussi, je crois, qu'un design à hauteur d'enfant, ça a été comme au cœur de nos discussions. Dans le fond, l'entraide avec Vivace, c'est qu'on a fait une analyse au niveau du mobilier, de dire qu'est-ce qui serait possible pour à la fois être à hauteur d'enfant, c'est-à-dire près du sol et se reconnecter à la terre,
mais aussi pour accueillir les personnes âgées ou les personnes en fauteuil qui ont besoin de mobilier plus élevé, surélevé. Fait que comment est-ce que, dans vos réflexions, vous pouvez à la fois accueillir toute cette diversité de besoins? Ouais, ça demande vraiment un travail approfondi. Alors, sur le mobilier, tu nous as beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup. Enfin, vous nous avez beaucoup aidé avec Vivace. Euh, et on est arrivé vraiment à cette conclusion que plus la forme est pure, plus elle permet d'itérer et de répondre à un maximum de besoins. Plus la forme est simple. Et la chaise, c'est pas forcément une forme simple. C'est déjà compliqué. Et moi, un truc que tu as dit qui m'a fait réaliser énormément de choses dans ma vie, c'est qu'on a surélevé les enfants et qu'ensuite on les hyper sécurise parce qu'on a peur qu'ils tombent. On a tout surélevé dans nos vies. Et en fait, du coup, les enfants sont en danger de tomber tout le temps, et c'est vrai. Du coup, on les attache, on les contient dans des petites chaises. Et, et depuis que j'ai entendu que tu disais ça, j'ai complètement changé ma maison. Et ma fille est vachement contente. Et je me suis rendu compte, mais à quel point je bridais sa liberté. Donc, répondre aux besoins des plus petits, c'est pas simplement mettre des petites chaises, un petit coin enfant. C'est vraiment permettre aux enfants d'être les bienvenus partout. Donc, ça veut dire que toutes les tables doivent avoir une taille semi-haute. Ça veut dire que les enfants peuvent manger en se tenant debout, par exemple, mais que les parents peuvent manger en se penchant un petit peu. Mais ça veut dire aussi que les toilettes doivent être à hauteur des enfants. Ça veut dire que les jeux, que les plantes, que le comptoir pour le bar pour aller chercher son repas doit aussi être à la hauteur des enfants. Et ça veut dire que dans le parc, les bancs doivent aussi... Alors, on va pas mettre de bancs, nous, hein, si jamais il y a un parc. Je veux dire, un banc, c'est chouette d'escalader, après, je dis pas, hein. Les enfants adorent, hein. Mais quel est le message qu'on leur envoie? On leur envoie, ce monde n'est pas fait pour vous. Et moi, en tant que femme, je l'ai trop entendue, cette phrase, symboliquement, tu vois. On l'a trop reçue, ce monde n'est pas fait pour vous. Et le sentiment que tu en as, c'est un sentiment d'injustice profonde, sauf que les enfants n'ont pas de voix pour le dire. Donc, voilà, donc concrètement, au moins pour la mise à hauteur d'enfants, c'est ça. Nous, on souhaite que les adultes se mettent à la hauteur des enfants, mais il y a des adultes pour qui c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on choisit ces caisses, hein. C'est un peu l'idée de la caisse que tu nous as offerte et qui nous plaît énormément. Donc des bancs, des tables, des cubes, des choses qu'on peut empiler, qu'on peut utiliser de plusieurs manières sur des roulettes. Comme ça permet aussi de jouer avec son environnement. Et ça, pour nous, c'était très très important. Et puis, on peut ranger des choses dedans, on peut monter dessus, on peut s'asseoir, ça peut devenir des gradins, ça peut devenir des bateaux, ça peut devenir plein de choses. Ensuite, on est J'ai obligé... vraiment... Ouais. Vas-y, vas-y. Oui, excuse. J'allais dire, j'ai hâte de voir si ça va être chaotique, finalement. C'est comme un petit On va laboratoire, hein, parce que Ouais, moi, complètement. ouais, c'est ça. Je l'ai expérimenté à l'échelle de ma maison, puis ça marche bien, mais moi, mon neveu appelle on a une maison transformer, là, tu sais, les choses peuvent être reconfigurées constamment. Fait que c'est dans nos discussions, on a dit, je sais que ça marche à l'échelle d'une famille, on va voir comment ça fonctionne à l'échelle de plein de familles, mais je suis sûre que vous allez trouver des façons de faire. Et tu vois, l'idée de la roulette, c'est super important parce que ça permet de reconfigurer l'espace tout le temps. Donc aussi de laisser l'espace à des gens qui prennent plus de place, comme des gens en fauteuil qui ont besoin que l'espace s'adapte à eux et soit flexible et intelligent. En fait, ce qui nous a préoccupé principalement, c'était ça. De créer un espace qui soit intelligent, parce que nous-mêmes, c'est une chose à laquelle on est très très sensible, et parfois c'est rien, mais toi tu arrives avec ta poussette, tes sacs sous les bras, ton enfant qui crie parce qu'il a faim, et la porte elle s'ouvre pas du bon côté. Et là tu dis mais ah
Et t'arrives et il y a pas de siège pour ton bébé, ok, mais il y a pas non plus de siège sympa où il peut s'asseoir sans tomber. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas parce que tu tiens ton bébé. Et du coup, ben, tu passes pas un bon moment. Donc ça a l'air anodin comme ça le mobilier, mais en fait c'est crucial. Ensuite, on est un espace qui accueille du public, donc on doit avoir des cheminements qui permettent le passage des fauteuils partout dans l'espace extérieur. Donc ça, c'est nos partenaires qui s'en occupent. Euh, et il y a un troisième challenge sur lequel on travaille actuellement dans notre cahier des charges, c'est l'accessibilité de la zone de jeu naturel. Et c'est pas si évident de rendre des jeux naturels inclusifs, accessibles à tout le monde, y compris aux parents qui sont en fauteuil, parce que le copeau de bois, ben typiquement, on passe pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met par terre? On va pas mettre un revêtement de sol rigide qui laisse pas passer l'eau de pluie. Voilà. Donc là, on est toujours dans cette construction de l'aire de jeu idéale. C'est vraiment, pour le coup, on part de l'idéal et puis ensuite on coupe. Hmm. On dirait que mon cerveau part déjà en brainstorming, là, mais Yeah. on va garder ça pour la prochaine Ouais. discussion, là, justement, avec quand le lieu sera accordé, dévoilé. Mm. On se reparlera de, c'est ça, justement, entre vos plans actuels et ce qui va se concrétiser. J'ai eu la chance tu m'as partagé tes mood boards, certains mood boards, et il y a une idée coup de cœur, moi, que j'ai vue. Puis j'ai vu ça, j'ai fait, ah, c'est évident. C'était dans une grande porte, une petite porte avec sa propre poignée. Est-ce que vous allez le faire? Oui, on veut le faire, mais comme toute bonne idée, une fois que tu la testes, elle est un peu complexe à vivre. Tu OK. vois, enfin, il y a un temps de test parce qu'en fait, il faut que les enfants soient en sécurité quand même aux toilettes, ça c'est très important. Donc, ou on fait une toute petite porte et puis c'est tout, pas de grande porte, et puis ils iront aux toilettes tout seuls. Mais parfois, les parents, ils ont aussi besoin de rentrer pour aider les enfants aux toilettes. On veut que le parent puisse rentrer, mais pas n'importe quel adulte puisse rentrer pendant que l'enfant est aux toilettes. Donc, il va falloir qu'on travaille sur la question des fermetures. Mais oui, c'est un des trucs qui nous plaît Ouais. le plus. Et je trouve que c'est très fertile pour l'esprit de se dire, mais en fait, parfois c'est aussi simple que ça d'inclure. Parfois c'est une rampe là où il devrait y en avoir une. Voilà, parfois c'est une petite porte, parfois c'est un petit lavabo, parfois c'est des jeux sur les murs ou c'est quelques jouets dans un restaurant. Et ça veut dire, ça envoie le message, tu es le bienvenu. Et s'il n'y a pas, ça envoie le message, ici, c'est pas pour toi. Et la violence de ce message, quand même. Je pense, c'est ça, qu'on a de la misère à exprimer, en fait. On internalise ça, puis on n'est pas capable de mettre des mots dessus. Mais une fois qu'on le voit, il n'y a pas de retour en arrière. Mm. Moi, ça a été ça. Ma réalisation que notre environnement contribue aux maladies de la civilisation, j'ai fait « Oh, wow, OK, c'est un nouvel univers. » Puis je te remercie de montrer de manière tellement concrète des petits gestes qui peuvent être faits pour nous reconnecter à un lieu, à nous-mêmes, de se sentir à la maison. Fait que aucune pression, mais si vous êtes capable de matérialiser la petite porte, là, aucune pression, mais ça serait vraiment, On va le faire vraiment pour toi. génial. Mais je suis sûre que ça va créer tellement d'émerveillement, même Ouais, pour les parents, parce que moi, j'ai vu ça, puis c'est mon enfant intérieur qui est comme absolument. Oh! Mais c'est Voilà, Alice au pays des j'ai eu merveilles. besoin de ça toute ma vie. Ouais, Mhm, c'est vraiment ça. C'est la mhm, petite porte. Les enfants ouais, adorent les petites portes, tu vois. ouais, Pour se mhm, cacher, pour se ouais. faufiler. Ouais. Hmm. Fait que qu'est-ce qui, dans votre méga plan de match, c'est quoi les grands piliers qui vous restent à adresser? Quelles autres étapes vous devez traverser pour que ce lieu voit le jour? Euh, Beaucoup et pas beaucoup. On a un bail à signer. Bon, c'est une négociation qui est en cours. On a une banque avec nous.
On cherche du financement additionnel pour dérisquer notre prêt. C'est juste pour avoir moins de mensualités à payer de notre côté, hein, pour parler de choses bassement matérielles. Euh, Ensuite, on doit faire fabriquer notre mobilier. On fait venir une solution d'architecture légère. C'est des choses qui vont vite. Puis il faut qu'on plante un jardin. Et ça se fait pas en n'importe quelle saison. Donc voilà, ça doit être fait au bon moment. Et puis, en fait, ce que j'ai réalisé en discutant avec toutes les familles que je rencontre, c'est que l'important, c'est pas ce qu'il y a dans un lieu comme ça, c'est que ce lieu existe. Et si ce lieu existe, déjà, ça suffit, en fait. C'est comme la petite porte. Si ça y est, même si ça marche pas bien, ça suffit pour envoyer le message, tu es le bienvenu ici, tu vois. Donc voilà, nous c'est le message qu'on veut envoyer aux familles, surtout aux mamans avec leurs enfants en bas âge ou aux papas, hein, mais aux gens qui galèrent dans la ville, qui se disent où est-ce qu'il y a un café où je peux me poser 2 minutes pendant que mon enfant joue, pas devant un écran, ben voilà. Nous on sera là et on espère dans le plus de villes possible ensuite. Mm. Mhm. Adapté. On va vous faire venir au Québec, peut-être. Oh bah vous avez pas besoin de On est nous, ça. il y a déjà plein de trucs trop bien. En tout cas, je vais aller vous voir, ça, c'est sûr. Ah J'ai oui, déjà bien planifié sûr. ma tournée Ah, génial. du pays avec vous, là. Euh, il y a quelque chose qui m'est revenu récemment. J'ai travaillé au pôle d'entrepreneuriat de HEC, de mon école où j'ai fait ma maîtrise pendant quelques années. Puis ça m'avait toujours resté en tête. Il y a un des profs qui avait dit, les gens rêvent de créer un café, mais ils rêvent pas vraiment de gérer un café. Ils Mm. rêvent d'être la personne assise dans le café qui profite des lieux. Puis une fois qu'ils réalisent tout ce que ça implique, gérer le café, ils se demandent dans quoi ils se sont embarqués. Fait que je me demandais si vous, de votre côté, il y a des jours où vous vous demandez qu'est-ce que vous faites. Absolument. C'est vraiment la question que je me pose en ce moment. C'est-à-dire que moi, je rêve d'être assise dans le café avec un bon chocolat vegan, tu vois, et de voir des enfants jouer. Et je me dis, ah, le lieu. Mais en fait, gérer un café, c'est énormément de boulot. Nous, on n'est pas des restaurateurs, on est des entrepreneurs. Donc, on se fait accompagner par une spécialiste qui s'appelle Laurine, qui a une boîte géniale qui s'appelle Restaurant Methods et qui nous aide à lancer toute l'offre food. Euh, voilà, donc sans elle, on ne pourrait pas le faire et grâce à elle, on va pouvoir le faire. Et ensuite, on va recruter une Dream Team et puis c'est parti. Et on servira le café s'il faut, mais il va falloir. Puis on peut terminer en parlant de ton mari, parce que là, on a parlé des talents de ton frère et Nicolas. Nicolas avec 2 A. Euh, euh, je suis en partenariat aussi avec mon mari, puis moi, c'était mon rêve, là. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Est-ce que tu peux nous parler des super pouvoirs de ton mari et de son rôle dans le projet? Absolument. Ben, moi, c'est vraiment j'ai un super héros à la maison. Euh, Déjà, Nico, c'est un papa assez exceptionnel. Alors, il fait partie de cette génération de super papas. Chez nous, c'est plus que 50-50. Je pense qu'il fait plus de tâches liées au child rearing, à l'élevage des enfants que moi. Euh, et, et il le fait parce qu'il est le parent, quoi. Il le fait pas parce que moi, je lui ai dit de le faire. Enfin, il est vraiment à l'initiative de tout ça. Il a une vision aussi de la paternité qui est super chouette, puisque pour moi, elle est complètement exotique. C'est pas un homme latin, c'est vraiment un homme du Nord. Donc j'adore les valeurs qu'il transmet sont vraiment très très égalitaires euh, et assez féministes. Donc, enfin, j'ai bien choisi. Alors, ces super pouvoirs dans l'entreprise, c'est que tu sais, les Hollandais, ils ont cette réputation d'être très économes et d'être des très bons gestionnaires. Donc il a vraiment hérité de ses gènes hollandais pour ça. C'est lui qui fait la gestion financière et administrative. Pour lui, c'est pas un effort du tout. En tout cas, j'espère. Il le montre pas. Mais il est toute la partie opérationnelle.
C'est un homme, pratique, tu sais? Il a toujours une solution à tout. Et donc c'est la personne qui a aussi la meilleure santé mentale que je connaisse. C'est quelqu'un, qui et c'est particulier parce que c'est vraiment une personne, qui a un état basal, comme ça, flat. Donc nous, les femmes avec notre vie hormonale, complexe, on peut pas rivaliser. Et c'est des fois c'est embêtant, mais c'est quand même, principalement super. Donc ça, c'est ses super pouvoirs. Heu, voilà, il a quelques défauts aussi. Il parle le néerlandais, par exemple. Je Ah je non, c'est blague, je bon. blague. Mais c'est... Ah, mais c'est beau. C'est beau pour vrai. C'est drôle parce que on en parlait, puis Vincent, qui est dans l'autre pièce, fait qu'on va le saluer. Salut Vincent, merci Salut d'être notre Vince. technicien. C'est un peu ça, hein, son humeur est comme tellement stable, puis Vince, c'est vraiment pas neurotique, là. Mmh. Puis moi, il me stabilise, puis je pense que mon intensité l'énergise Voilà, par moment. exactement. Je pense que c'est le même Mais modèle. il y a pas de micro, fait qu'il peut pas confirmer, fait que je me OK. permets de parler à sa place, là, mais je pense que c'est ça la dynamique. Écoute, Adriane, je vous adore. Ah merci. Nous Je, aussi. je, ça commence tellement bien ma journée. Ma journée commence, hein? On est en décalage, on se parle aujourd'hui, mais je veux te remercier du fond du cœur. Juste votre vision, en fait, me fait beaucoup de bien. Je suis reconnaissante qu'il y a des Dream Team, comme tu les appelles, qui travaillent comme ça pour créer un futur différent, un univers différent. Même pas un futur, parce que ça s'en vient très bientôt, là. Un univers différent. Je comprends la complexité de tout ça, puis je te remercie. Vraiment. Merci à toi Marie, merci pour tout, la beauté et la richesse de ta vision, et de votre vision chez Vivas qui nous nourrit énormément. Merci pour l'invitation. Mm. Puis je t'annonce déjà que tu es invité en 2023 à l'ouverture, ou s'il y a des grands milestones entre-temps, là, parce que je veux connaître tous les mystères, tous vos secrets. Ça marche. Ça mérite d'être partagé. Je te dis à la prochaine. Oui.